Mais c'est pas tout. Parce que moi, intuitivement, je pense que j'aurais un peu kiff-kiff. Et j'ai aucun moyen de les séparer. Hein. Vraiment, j'ai aucun moyen. Visuellement, non. Au niveau qualité, non. Analyse des matchs, non. Et vous voyez que même au niveau des stats, en fait, on n'a pas de conclusion très claire. Et on peut pas dire Gobert est meilleur que Wembanyama ou l'inverse. On peut pas le dire. Donc pour moi, les deux, en termes de à quel point ils arrivent à affecter l'efficacité adverse, on est kiff-kiff. Vraiment. Donc, je ne saurais pas trop comment trancher par rapport à ça. Mais, il y a tout de même un aspect où moi, je mets encore pour l'instant Gobert devant. C'est que là, on a parlé d'efficacité au panier. Pour moi, il y a un autre aspect qui est clé, qui est fondamental. C'est l'intimidation. Comment est-ce qu'on mesure l'intimidation ? Ça, c'est une grande question. En vérité, on a juste à regarder la corrélation entre les minutes d'un joueur et le nombre de tirs pris lorsque ce joueur est sur le terrain. Et donc, très simplement, non pas l'efficacité, mais la fréquence de tir au cercle quand le joueur est sur le terrain. Donc, le on-court de fréquence, pour le terme exact, si ça vous dit, hein, d'aller voir vous-même. Le on-court rim frequency. Yes, Shakespeare. Et donc, sur ce jeu-là, au niveau de ce chiffre-là, Wembanyama est quasiment à 35%, c'est-à-dire que quand il est sur le terrain, les adversaires prennent 35% de leurs tirs au niveau du panier. Lorsque c'est Gobert, on est à 29%. Pour dire l'écart, on passe du 30e centile à peine chez Wembanyama au 90e pour Gobert. Donc, pour moi, j'ai un peu ce sentiment que l'intimidation de Gobert est encore plus grande qu'avec Wembanyama. En tout cas, je vais essayer d'expliquer un peu, mais j'ai un peu ce sentiment de base qu'il y a encore un peu plus de rayonnement chez Gobert, en tout cas sur l'entièreté de la saison, peut-être pas sur la fin de saison, mais sur l'entièreté de la saison. J'ai encore un peu ce sentiment que, ok, efficacité, ils sont un peu kiff-kiff, mais chez Gobert, on a aussi un peu une maîtrise, parce que c'est pas que de la peur pure, hein, on a peut-être aussi une meilleure maîtrise un peu de technique, de la technique défensive, des petits appuis, de l'orientation, de savoir bien s'orienter, et donc quand le joueur lève la tête, non, je suis au bon endroit plutôt que je suis à 50 cm à droite, à gauche, et il y a peut-être une fenêtre de tir, se dit le porteur de balle, etc., etc. Mais en effet, on peut se demander, est-ce pour de vrai ? Moi, intuitivement, je dirais, sans chiffres, hein, intuitivement, je dirais Gobert a encore plus d'intimidation pour l'instant. Et au niveau des chiffres, apparemment, ça a l'air de se confirmer dans ce sens-là. Mais, vous avez compris, là, au bout de combien ? 3-4 heures de podcast aujourd'hui, on arrive devant une stat. Premier réflexe, c'est pas de le prendre au pied de la lettre, c'est de se dire, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pour de vrai, ce truc ? Est-ce que vraiment, c'est pour de vrai ? Est-ce que je lis un truc qui reflète directement ce qui se passe sur le terrain ? Est-ce que mon interprétation et mon sous-entendu de « Ah tiens, ça exprime ceci », est-ce que vraiment ça exprime ceci ? Et là encore, j'ai envie de dire, peut-être pas forcément. Peut-être pas forcément. Je pense qu'il y a une différence encore, mais est-ce que je serais définitif ? Clairement pas. Je pense qu'on n'est pas forcément sur un chiffre à prendre au pied de la lettre et à écouter religieusement. Je ne pense pas, dans le sens où il y a probablement aussi encore l'influence du contexte. Et je pense que vous avez compris à ce stade-là, on n'arrive pas à totalement se débarrasser du contexte pour une évaluation individuelle. Mais c'est aussi toute la beauté du basket, c'est que c'est un jeu d'interaction et qu'on ne peut pas individualiser une performance à travers des chiffres collectifs. Et en fait, on n'arrive pas à dégager un chiffre collectif à partir d'une performance collective plutôt. C'est l'inverse. On n'arrive pas à individualiser un chiffre totalement en étant 100% sûr que c'est sûr, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de nuance, à partir d'une performance, le basket, qui est une performance collective. On ne peut pas. Et notamment pour la fréquence au panier, soit c'est de l'intimidation, soit c'est aussi peut-être que Wembanyama, quand il est un peu tout seul dans la raquette, où il n'y a pas forcément des aides en premier rideau, au niveau du pick and roll, ça traverse peut-être pas bien les écrans, et donc ça fait que l'adversaire peut aller au panier, prendre le tir au panier. Peut-être aussi que on a un effet de drive aussi, des drives sont plus facilement concédés côté Spurs. Il y a aussi un effet sans doute de Minnesota, c'est une des toutes meilleures défenses de NBA. Alors la meilleure tout court, mais une des toutes meilleures pour réduire les espaces, notamment, et pour boucher les espaces. Et donc, si le mec, il commence son drive, qu'il est arrêté dès le début en tête de raquette, oui, il peut pas continuer, aller au panier, tenter un tir au panier. Donc, vous voyez, il y a un peu tout ça, quoi. À quel point est-ce que c'est de l'intimidation pure,
dans la stat et dans le chiffre, et à quel point il n'y a pas aussi une influence de, comme d'habitude, le collectif. La qualité de boucher le terrain en amont de l'action, la qualité de traverser les écrans, etc., 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 à l'infini. Malheureusement. Donc, on a ça, d'abord. Le côté, Minnesota est bien meilleur que San Antonio. Donc, évidemment, il y a un gouffre entre les valeurs des deux équipes, premièrement. Mais, deuxièmement, à quel point est-ce qu'on discute aussi un peu de perf de facto? Qu'est-ce que je veux dire concrètement? À quel point c'est pas aussi une question de schéma, en fait? À quel point c'est pas une question de Wembanyama il fait moins peur ou plus peur que Gobert, mais à quel point c'est pas juste le fait que Minnesota, meilleure défense collective et sur peut-être de meilleurs atouts qui font que on arrive peut-être plus à le garder dans un rôle de protecteur de panier que Wembanyama. À quel point c'est, certes, de facto, on a peut-être moins de paniers concédés quand Gobert est sur le terrain qu'avec Wembanyama. Ok, de facto, on a un niveau de performance qu'on arrive à mesurer. Mais à quel point c'est directement dû à Gobert ou au schéma et au collectif, en fait. Et je parlais un peu des stunts, mais très simplement, je vais prendre un autre exemple. Est-ce qu'au final, c'est pas juste Minnesota qui est meilleur cette année en termes de schématiquement, tactiquement, pour placer Gobert dans des endroits et des spots où il peut intimider? Et surtout, en fait, à contrario, parce que je pense qu'effectivement, Gobert est optimisé tout le temps, avec un coaching staff super, et bref, vous connaissez le tralala. Donc, en effet, Gobert est optimisé, et il peut souvent être dans ce rôle-là de l'intimidateur, le libéro défensif, le safety qui peut rôder, et qui peut donc affecter la réussite, enfin, la fréquence de tir au panier, ok. Mais à l'inverse, prenons l'inverse, moi j'ai des souvenirs de cette année, Wembanyama, on a réussi à l'éloigner du panier. Et c'était pas que lui, c'était le contexte collectif, c'était le coaching aussi qui n'a pas été top, c'est le coaching en face qui parfois a été bon, le fait qu'il n'y a pas aussi autant d'automatisme côté Spurs, il n'y a pas autant de joueurs compétents en fait aussi, parce que voilà, pour être dans ce fameux rôle du roamer, du safety défensif, du libéro en deuxième rideau, et notamment en low man, comme on dit, donc le lowest man, le low man, l'homme qui est en bas, donc littéralement proche de la ligne de fond, le plus proche de la ligne de fond pour aider au panier, en fait c'est tout un art de garder un joueur dans cet espace-là. C'est exactement ce qu'avait fait Ime Udoka à l'époque de Boston. Il avait transformé Boston et il avait transformé Robert Williams parce qu'il lui avait dit non, on va mettre en place des schémas, des switch off ball, on a des défenseurs intelligents qui vont te relayer, qui vont, quand ton mec veut venir poser un écran, on a Marcus Smart qui vient qui dit non, toi tu restes dans le corner, tu restes proche de la ligne de fond et moi je vais prendre le poseur d'écran. Voilà, il y a un nombre d'implications tactiques qui est immense. Immense. Parce que si t'as pas un Marcus Smart, si t'as pas un Tatum, si t'as pas un Al Horford qui peut prendre cette responsabilité-là de venir défendre un poseur d'écran, de venir défendre le poseur d'écran et de laisser Robert Williams dans le corner. Si t'as pas une expertise aussi tiens, on essaie de le faire monter, il faut qu'on fasse un scram switch, c'est-à-dire un switch, une rotation à 3-4, donc le joueur A va sur le B sur le C sur le A, par exemple, pour garder Robert Williams dans une certaine position. À quel point, enfin, ça c'est une partie ultra importante de pouvoir garder un joueur dans un rôle et dans une zone du terrain. En l'occurrence, Wembanyama, proche du panier. Et ça, à mon avis, Wembanyama, il l'a pas eu cette année. Il l'a pas eu cette année, alors que, à l'inverse, Gobert, il l'avait à Minnesota. Il avait un top coaching staff, et plus que le coaching staff, il avait une top équipe aussi, où il y avait tous les profils qu'il faut pour faire tous les schémas possibles. Les fameux scram switch, à Minnesota, ils en font tous les jours. Les fameux kick-out switch, aussi, ils en font tous les jours. Enfin bref, on va pas tout détailler, mais Minnesota, s'ils veulent, ils le laissent dans ce rôle du roamer. Les Spurs, j'ai des souvenirs que c'est pas si facile. C'est pas si facile. J'ai des souvenirs des Warriors qui arrivent à jouer là-dessus, et qui arrivent à l'impliquer de plus en plus, et à ne pas le laisser dans le rôle du roamer, et à venir l'impliquer sur le ballon. Et donc, conséquence, il peut pas être au panier intimidé, et donc il peut pas affecter la fréquence de tir au panier qui est pris. J'ai des souvenirs aussi de Phoenix, en tout début de saison, la fameuse double confrontation, et un ajustement qu'avait fait Frank Vogel, qui était tout bête, qui était tout bête, et dans une équipe d'élite, normalement, c'est un ajustement qui marche pas, mais l'ajustement, c'était Nurkic, plutôt que d'être dans le dunker spot ou dans le corner, Nurkic, tu montes, tu te mets sur l'aile. Alors que Nurkic, il n'a pas de tir à 3 points. Pas du tout. Mais on lui dit, vas-y, Nurkic, tu montes, tu te mets sur l'aile. Et donc, que fait Wembanyama ? Il le suit. Et, de facto, il n'est plus ce qu'on appelle le low man. Tactiquement, dans l'action, il n'est plus celui qui est le plus bas sur le terrain, au niveau de la ligne de fond.
Donc ce n'est pas à lui à venir aider. C'est pas à lui à faire la rotation au panier. Parce que ce n'est pas le low man sur le terrain. Voilà, ça c'est typiquement c'est le genre de situation qu'on a vu cette année, que ce soit les Warriors qui essaient de l'impliquer, qui arrivent à l'impliquer, qui arrivent à jouer là-dessus, ou alors ce fameux contre-move de Frank Vogel, hein, qui dit à Nurkic, non, toi tu te mets sur l'aile. Et donc, le low man, ça devient Devin Vassell. C'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Il arrive pas à défendre le tir au panier, mais il arrive même pas à l'empêcher. Et ça, encore une fois, c'est un truc où, à Minnesota, quand on fait ça, Gobert, il dit à Edwards, il dit à McDaniels, il dit à Nickel Alexander-Walker, à Kyle Anderson, il dit attends, tiens, toi tu prends lui, moi je prends lui, voilà, automatisme. Et en plus, il y a les joueurs compétents pour le faire. Ça, aux Spurs, on l'a pas eu. Et surtout, en fait, on l'a pas eu en début de saison. Sur la fin, ça allait un peu mieux, mais même à la fin, c'était pas top. Mais c'était surtout le cas en début de saison où les défenses arrivaient assez bien à contourner l'obstacle Wembanyama, en fait. Mais vraiment. Donc voilà, c'est pas que de sa faute. Hein. Là, on est sorti complètement de son champ d'influence. On n'est pas sur de son intimidation. Mais, on ne parle pas de intrinsèquement, là. On parle de mesurer la performance. Or, si de facto, le coaching staff et ses coéquipiers n'ont pas réussi à le mettre en position d'impacter, son impact est moins grand, de facto. Donc voilà, c'est un peu la différence entre la valeur individuelle du joueur et la valeur qu'il produit sur le terrain. Donc en l'occurrence, quand on a deux joueurs qui, à mon avis, ont une intimidation qui est assez extraordinaire, deux joueurs qui ont une capacité à effacer, à affecter l'efficacité adverse au panier qui est extraordinaire, mais sauf qu'il y en a un qui, de facto, est mieux utilisé par une équipe qui est plus expérimentée et plus compétente. Et donc, le résultat final, il est nécessairement plus grand en termes d'impact que celui qui est mal utilisé et qui a pourtant le même niveau. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.